Bienvenue à tous au studio de Sam. Nous sommes très contents de vous avoir dans la partie Comprendre l'appareil photo. Dans cette partie, Sam va parler des différentes catégories d'appareils photo, réflexes, appareils photo compacts et les smartphones, en expliquant comment l'appareil photo fonctionne. Je suis très impatient de commencer cette partie, parce que comprendre quels sont les appareils photo disponibles sur le marché et comment ils fonctionnent est la pierre angulaire pour quiconque voulant devenir un meilleur photographe. Salut tout le monde! Au début, nous allons parler des différents types d'appareils photo sur le marché et qui peuvent être classés en deux catégories. La première compte les appareils à pellicule et la seconde les numériques. Les appareils à pellicule ont une structure plus mécanique et ça va de l'appareil photo jetable à l'appareil photo joué comme le Holga, ainsi que des réflexes comme celui-ci. Il y en a encore qui sont fabriqués, mais ce n'est plus dans les habitudes des gens d'utiliser des pellicules. C'est devenu plus cher à développer, mais leur qualité, leur rendu ne seront jamais égalés. D'un autre côté, nous avons le numérique. C'est une catégorie maintenant assez large, parce que la technologie d'aujourd'hui évolue en permanence. On va donc parler de différents types d'appareils photo numériques, des réflexes aux appareils compacts, ainsi que les smartphones et des dernières nouvelles technologies. On parlera de tout. Pourquoi vous devez utiliser votre smartphone, quand utiliser la pellicule photo, les avantages du réflexe, en somme, les différences et les avantages des différentes catégories d'appareils photo. Donc emparez-vous de votre appareil photo et plongeons dans le chapitre suivant. Salut, voici donc le smartphone. C'est le premier appareil dont nous allons parler et c'est vraiment l'un de mes outils préférés. Parce qu'il est tellement discret que personne ne peut deviner que vous êtes un photographe professionnel. Car c'est juste un téléphone, un objet tellement ordinaire. Mais ça a révolutionné la photo numérique. Parce que c'est accessible, tout le monde en possède. On constate aujourd'hui qu'un événement est couvert par des milliers de photos postées instantanément sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve personnellement plutôt cool. J'aime beaucoup aussi l'amélioration avec le temps des lentilles et de la résolution. Donc si vous comprenez comment utiliser votre appareil photo et toutes les choses dont nous parlerons dans ce cours, vous pouvez devenir un très bon photographe avec un simple smartphone. Surtout en comprenant les limites de votre smartphone, comme les fonctions manuelles très limitées, ou l'autonomie de la batterie aussi plutôt limitée. Car c'est d'abord un téléphone qu'on utilisera pour diverses autres fonctions, mais c'est un de mes appareils photo favoris. Quand j'ai voyagé à travers l'Amérique du Sud, je l'ai utilisé couramment, constamment. Voici une photo prise avec mon iPhone à Machu Picchu, où j'ai arpenté les collines pendant des jours. C'est tellement plus facile d'utiliser mon smartphone que de sortir mon gros réflexe à chaque fois. C'est un smartphone, c'est léger, discret, et la technologie derrière va en s'améliorant sur ce genre de téléphone. Mais une des raisons pour laquelle vous suivez ce cours, c'est d'apprendre le mode manuel et apprendre l'autre version de la photo et donc l'autre catégorie d'appareils photo. La catégorie au-dessus des smartphones, c'est l'appareil photo compact. C'est une catégorie assez large. Il y a eu beaucoup d'évolutions, quelques-uns sont devenus plutôt professionnels et d'autres destinés aux consommateurs lambda. Mais ils possèdent des fonctions assez sympas. Nous avons maintenant des appareils photo avec des zooms impressionnants intégrés à l'appareil et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec ce segment. Donc si vous recherchez un tout en un et vous ne voulez pas gérer différents objectifs et ce qui va avec, c'est un bon point de départ pour entrer dans le monde de la photographie. Quelques-uns ont de meilleures fonctions manuelles et beaucoup vont utiliser un mode automatique pour un usage simple de type viser et appuyer, point and shoot. Très simple et très intuitif. Mon avis personnel, si vous voulez démarrer dans la photo, achetez un appareil compact qui a quelques fonctions manuelles. Certains ont par exemple une mise au point manuelle. C'est vraiment une catégorie assez large et variée, mais la différence principale entre un compact et un réflexe,
c'est que vous ne pouvez pas enlever l'objectif dans un compact, car il y est intégré. D'autre part, en fonction de votre utilisation, vous choisirez un modèle qui permet l'enregistrement vidéo, ou un autre qui résistera à des conditions météo difficiles. Nous avons inclus plusieurs liens pour que vous voyiez les meilleurs compacts du marché. Mais ça change avec le temps, il y aura beaucoup de mises à jour. Faites donc votre propre recherche sur Internet. Lors du prochain cours, nous parlerons du réflexe. L'appareil photographique réflexe numérique, ou plus communément appelé réflexe, est la norme dans le secteur. Et beaucoup de photographes professionnels l'utilisent. Je ne dis pas qu'ils n'utilisent pas les compacts ou même les smartphones parce qu'ils sont très utilisés ces jours-ci. Mais il y a des raisons clés qui poussent les gens à continuer à les utiliser. La raison principale, c'est l'objectif interchangeable. Vous pouvez en enlever un et rapidement en mettre un autre. Donc, selon votre situation, vous avez le choix entre toute une gamme d'objectifs, selon le moment ou le cliché que vous voulez prendre. La deuxième raison, c'est qu'un réflexe a de la place dans son boîtier pour plus d'électronique et donc de la puissance de calcul. Vous pouvez donc faire plus de choses avec ce genre d'appareil. La qualité d'image est supérieure et l'enregistrement vidéo y est plus facile. D'autre part, ce sont surtout ces gros objectifs qui donnent une meilleure qualité aux images, comparé à beaucoup de compacts et de smartphones. En d'autres termes, les objectifs sur réflexe sont de loin les meilleurs. Donc si vous voulez démarrer sérieusement en photographie, je recommande vivement de vous procurer un réflexe. Ces appareils sont très polyvalents. Ils ont une qualité photo extraordinaire. Et vous pouvez changer les objectifs, ce qui est un atout pour un photographe. D'ailleurs, beaucoup de gens vous diront que l'objectif est plus important que votre boîtier. Ce qui compte, c'est ce que vous mettez devant le capteur. Un autre élément capital dans votre choix d'un appareil photo, ou du moins un réflexe, c'est la marque que vous allez choisir. Canon, Nikon, Olympus. C'est un engagement car tous les objectifs que vous allez acheter doivent pouvoir se monter sur l'appareil que vous avez acheté. Vous pouvez bien sûr toujours changer d'appareil, mais si vous avez déjà dépensé beaucoup en objectif, vous ne voudrez pas changer de marque à chaque achat, car vous ne pouvez pas utiliser ces objectifs avec un autre appareil photo. J'ai choisi Nikon car mon père l'utilisait et j'ai eu la possibilité d'avoir beaucoup d'objectifs qu'il utilisait à son époque et que j'utilise donc avec mon nouvel appareil. Mais c'est une décision qui concerne chaque personne et je conseille tout un chacun de voir quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent et quels appareils photo vous plaisent. Car si vous vous lancez dans la photographie, sachez que se constituer son kit photo est un processus qui prend du temps. Nous y reviendrons plus tard. C'était tout sur les réflexes. Merci d'avoir suivi. Il ne nous reste plus qu'un seul type d'appareil photo numérique à découvrir. Bien, nous voici dans la dernière partie qui présente les appareils photo numériques. Nous allons parler de l'appareil photo hybride, avec des objectifs interchangeables. C'est une technologie très intéressante, qui suscite beaucoup d'intérêt dernièrement. La différence majeure entre un hybride et un réflexe, c'est que le réflexe est plus volumineux, puisqu'il dispose d'un jeu de miroir à l'intérieur qui permet de voir dans le viseur l'image qui provient de l'objectif, alors que les appareils hybrides, ils se passent de ce miroir interne, de sorte que ce que l'on voit dans le viseur est ce que le capteur de l'appareil voit. Cette configuration permet d'avoir un appareil photo plus compact. Beaucoup d'entre eux, comme le Sony A7, sont si incroyablement sensibles, avec une caméra aussi légère qui permet de prendre de très bonnes vidéos et photos avec. C'est vraiment génial! C'est plutôt des produits haut de gamme. Vous paierez plus d'argent pour les avoir. Mais vous aurez un appareil plus silencieux au déclenchement, donc si vous comptez acheter un appareil photo, ces appareils sont à considérer, car ils sont compacts, transportables et légers. Mais la facture à régler sera sans doute un peu plus salée. Pensez aussi qu'il vous faudra acheter des objectifs compatibles, c'est le plus grand changement lorsqu'on abandonne les smartphones ou compacts.
Lorsqu'on veut se mettre à la photo professionnelle et qu'on veut l'explorer réellement, je recommande d'acheter un appareil qui permet le changement d'objectif, que ce soit un appareil photo hybride ou un réflexe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment fonctionne un appareil photo. Nous allons maintenant voir comment un appareil photo fonctionne. Et je pense que c'est une leçon assez importante, puisque c'est vraiment le point de départ de cette formation. Ceci est un appareil photo à pellicule. Je pense qu'il est juste de démarrer par un tel appareil, car c'est avec cette technologie que la photographie a démarré. Regardons donc l'appareil. Ici, nous avons l'objectif. Il dispose d'un moyen pour régler la quantité de lumière qui le traverse. On a sur le dessus deux molettes de réglage, une pour la vitesse d'obturation et l'autre pour l'ISO. Nous nous attarderons sur ces notions plus tard. Et puis nous avons ici le bouton déclencheur, celui qu'on utilise pour prendre la photo. La chose importante à retenir à propos des appareils à pellicule, c'est qu'à l'arrière, il n'y a pas d'électronique. On a plutôt un bout de la bande de la pellicule qui parcourt l'arrière de l'appareil. Il est possible de modifier la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif, en jouant sur la vitesse d'obturation ou l'ouverture du diaphragme. On contrôle ainsi la quantité de lumière qui vient éclairer la pellicule. La pellicule en soi est une source photosensible. Et c'est ce qui la rend si intéressante car cette pellicule est constituée de cristaux. Et ces cristaux sont sensibles à la lumière. Ils réagissent lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Cette lumière qui arrive modifie donc la structure de ces cristaux à la surface du film. Cette nouvelle structure obtenue est permanente. On doit ensuite passer par tout un processus chimique pour garder cette sorte d'empreinte sur la pellicule. Et c'est ce qui constituera au final la source du négatif de la photo et donc la source de la photo finale. C'est un monde très différent de celui de la photo numérique, mais ça permet de plutôt bien comprendre comment la photographie fonctionne. On dispose d'un mécanisme qui contrôle la quantité de lumière qui entre, et puis à l'arrière, nous avons un bout de pellicule plat qui réagit à cette lumière et enregistre l'image. Maintenant, la photo numérique est assez similaire à la photo argentique, dans le sens où nous disposons toujours d'un obturateur, d'un objectif, et ces éléments contrôlent la quantité de lumière qui rentre. On dispose aussi d'un réglage de l'ISO, mais au lieu d'avoir une pellicule à l'arrière, on a un capteur numérique. Ce capteur va lire combien de lumière est en train d'entrer. Il réagit aussi à la lumière, mais au lieu de réaction chimique, c'est un processeur qui va traiter l'image. On peut voir ces dernières années combien cette technologie a évolué, puisqu'on peut capturer des images spectaculaires en numérique. Ceci dit, des conservateurs jugeront que la photo argentique sera toujours supérieure, notamment à cause de la qualité d'image, qui est le résultat d'une réaction chimique qui a lieu au sein de la pellicule, et qui continue de plaire à certains puristes. Moi, je pense que la photo numérique a énormément progressé, au point que peu de gens peuvent faire la différence. Il faut comprendre que beaucoup des grands photographes étaient de vrais artistes, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité qu'offre le numérique de changer tant de choses après la prise. Ils photographiaient sur pellicule, et le développement photo était un processus complexe, à tel point que si on rate une étape du développement photo, tout est perdu. Ce risque existe en numérique aussi. On peut par exemple perdre sa carte mémoire, ou de l'eau qui s'infiltre dans votre appareil. Mais au final, c'est tellement moins risqué de travailler en numérique que le mode argentique ou analogique ou sur pellicule. Une autre différence est que les appareils photo à pellicule ont une densité de cristaux variable sur la pellicule. Cette densité définit le niveau de l'ISO de l'appareil. Nous verrons ceci plus tard. Alors qu'en numérique, nous avons un capteur numérique qui brièvement va lire des millions de pixels. Ce sont des 1 et des 0 qui créent l'image qu'on voit. La manière avec laquelle ce capteur ou cellule lit la lumière va faire toute la différence dans votre photo. C'est en perpétuel progrès et c'est très excitant. Quand on voit ce que des capteurs plein format sont capables de faire aujourd'hui, il y a tout de même beaucoup de monde qui continue de croire que l'argentique fait encore mieux, que la photo argentique a tout simplement une qualité qui lui est propre, supérieure au numérique. Maintenant que nous avons parlé des bases, allons approfondir un peu plus tout cela.
Nous venons de voir les différents types d'appareils sur le marché. Maintenant, apprenons à mieux connaître l'appareil numérique. Nous ne parlerons pas pour le moment de l'objectif, mais plutôt de l'intérieur du boîtier. Dans ce boîtier-ci, nous avons un miroir, alors que sur un hybride, nous n'en aurons pas. C'est une différence capitale. Mais ce que nous aurons sur les deux, c'est un obturateur et un capteur. L'obturateur est un composant clé qui permet de contrôler la quantité de lumière qui arrive par l'objectif et qui vient éclairer le capteur. Il s'ouvre puis se referme à une vitesse plus ou moins rapide, ce qui permet de déterminer combien de lumière peut entrer pour réagir avec le capteur. Certains appareils permettent une ouverture qui dure à peine 1/8 millième de seconde, ce qui représente vraiment une durée extrêmement courte, de l'ordre de la microseconde. Dans d'autres circonstances, vous choisirez des durées d'exposition de 30 secondes. On aura l'occasion d'approfondir tout cela durant la formation. Donc pas de panique, plus de détails sont à venir. Mais revenons à nos composants de base. L'obturateur est donc un composant qui se déplace verticalement à une vitesse que vous réglerez. Cette vitesse déterminera combien de lumière viendra éclairer le capteur ou la pellicule de l'appareil, pour que l'image soit prise. Maintenant, je vais vous parler du capteur ou de la pellicule. Ces derniers peuvent avoir des tailles différentes. Pour les pellicules, quand on compare le format 70 mm au format 35, 16 ou 8 mm, chacun de ces formats donnait des images aux dimensions différentes. Eh bien, c'est la même chose en photographie numérique. On peut trouver des capteurs plein format, ou format APS-C, ou format micro 4/3. Tous ces capteurs vont bien sûr vous permettre de capter la lumière. Mais chacun aura ses propres limites. Un capteur plein format sera capable de capturer beaucoup plus de lumière qu'un plus petit capteur comme le micro 4/3, tout simplement parce que c'est plus grand et donc sa surface absorbera plus de lumière. Ce sont des choses que nous approfondirons ainsi un peu plus au cours de cette formation. Mais dès maintenant, posez-vous des questions quand vous prenez un appareil. Est-ce un plein format? Est-ce un capteur à recadrage plus petit? Tout cela déterminera aussi quel type d'objectif vous installerez. Ça déterminera aussi la quantité de lumière que vous serez capable de capter. Donc lorsqu'on veut décrire l'intérieur d'un boîtier, on parle essentiellement de l'obturateur et du capteur. Il y a bien sûr encore plein de choses à voir autour du boîtier, différents types de réglages et diverses options. Mais quand on veut décrire l'intérieur d'un boîtier, ce sont les deux éléments clés sur lesquels il faut se concentrer. Maintenant que nous avons exploré l'intérieur d'un appareil photo, nous aborderons ce qui se passe quand la photo est prise. Le prochain chapitre, nous discuterons des formats de fichiers. Salut tout le monde, nous venons de voir les différents types d'appareils photo et les composants clés à l'intérieur comme l'obturateur et le capteur. Je veux maintenant vous décrire ce qui se passe après la prise, c'est-à-dire comment l'image est enregistrée et surtout sous quel format. Il y a un certain nombre de facteurs qui vous dirigeront vers un format d'image plutôt qu'un autre. L'un des formats prisés par les pros est le format RAW. Ce format a l'avantage majeur suivant, il n'est pas compressé. Le facteur de compression d'un format est assez important pour le photographe, puisqu'il détermine à quel point l'image sera altérée par le microprocesseur de l'appareil. Comme une image RAW est non compressée, toutes les informations lumineuses que le capteur reçoit sont enregistrées dans un fichier assez volumineux. Donc la raison principale pour laquelle on choisit le format RAW, c'est lorsqu'on veut faire apporter nous-mêmes des modifications à la photo prise, comme un recadrage de la photo ou une correction des couleurs. Car nous disposons de plus d'informations lorsqu'on utilise le format RAW. D'un autre côté, nous avons le format JPEG, qui est plus compressé. Vous serez capable de prendre plus de photos avec ce format car il ne prendra pas autant d'espace sur votre carte mémoire. Mais en contrepartie, vous perdrez avec ce format des informations, vos ombres et lumières. Vous aurez moins de marge de manœuvre dans vos post-traitements. J'ai donc voulu vous introduire à ces formats majeurs, le RAW et le JPEG, aux facteurs de compression et comment ceci affectera vos images. Quand on parle des formats d'images, généralement vous choisirez entre ces deux formats, avec pour principale différence le fait que le RAW, RAW, prenne beaucoup plus d'espace de stockage que le format JPEG. Donc pendant un voyage, le format JPEG est plus conseillé. Par contre, si vous projetez d'améliorer vos images en post-traitement,
vous opterez pour le format RAW car tout simplement il offre plus d'informations à manipuler. Voilà, c'est tout pour moi en ce qui concerne ce chapitre, j'espère que ça a été utile pour vous. Sachez qu'il y a beaucoup d'informations à absorber quand on s'initie à la photo, qu'il s'agisse du fonctionnement de l'appareil ou sur quel format travailler et ce que vous faites de l'image finale. Donc il nous reste beaucoup à aborder dans les prochains chapitres. Si vous craignez de saturer dans votre apprentissage, sachez que nous irons tout doucement, mais sûrement, en prenant le temps de couvrir les détails pertinents. Mais pour le moment, merci pour votre attention. À toi, Phil. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette section consacrée au fonctionnement d'un appareil photo. J'ai suivi avec plaisir le cours de Sam, sa présentation des différents types d'appareils photo disponibles et comment ils fonctionnent. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Dans ce qui suit, nous allons en apprendre un peu plus sur l'anatomie et le menu des fonctions de base d'un appareil photo standard.